426 millions. C'est le nombre de livres vendus en France en 2024. Pas mal, hein? Surtout que c'est 8500 fois plus de livres que ce qui s'est produit dans toute l'Europe dans toute l'année 1400. À cette époque, bien avant nos bibliothèques et nos écrans, le livre était un trésor rare, copié page par page, ligne après ligne, par des mains humaines. Chaque ouvrage demandait des mois, voire des années de travail. Posséder un livre, c'était détenir un fragment de savoir, presque un objet sacré. Et puis, un jour, tout a basculé. Une invention va permettre de multiplier les pages, de répandre les idées et donner une voix à ceux qu'on n'écoutait pas jusque-là. C'est le début d'une révolution, celle qui fera passer l'Europe du manuscrit au monde imprimé, et qui changera pour toujours notre rapport à la connaissance. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'imprimerie. Et quand on parle de l'imprimerie, on ne peut pas ne pas parler de Gutenberg. Alors, Gutenberg, est-ce que c'est l'inventeur? C'est pas si clair. Bien avant Gutenberg, diverses civilisations avaient déjà développé des techniques de reproduction de texte qui peuvent être considérées comme des formes précoces d'imprimerie. En Chine, par exemple, dès le 8e siècle, on utilise ce qu'on appelle de la xylographie. C'est des planches de bois gravées en relief qui permettent d'imprimer des textes, notamment des textes bouddhistes, sur du papier ou sur du tissu. À partir du 11e siècle, l'inventeur chinois Bing Cheng met au point des caractères mobiles en argile, système perfectionné plus tard en Corée avec des caractères métalliques, comme en témoigne l'impression du Jigji en 1377. Dans le monde islamique, si l'imprimerie au sens strict reste limitée en raison des réticences religieuses à reproduire le Coran par des moyens mécaniques, on trouve néanmoins des pratiques d'impression artisanale sur étoffe pour des usages décoratifs ou votifs. En Europe, au Moyen-Âge, des formes rudimentaires de xylographie apparaissent également à partir du XIVe siècle, principalement pour des images pieuses et des textes courts appelés livres pauvres. Néanmoins, elles restent très artisanales et peu efficaces pour la reproduction de textes longs. Ces techniques, bien qu'anciennes et innovantes, n'ont jamais permis une véritable révolution du livre, comme celle qu'a initiée l'invention de Gutenberg. La grande évolution mise au point par Gutenberg est l'utilisation de caractères en métal à la fois mobiles et standardisés. Chaque caractère doit être dans le même style et être de la même taille globale pour avoir un rendu homogène et cohérent, assemblés les uns avec les autres par un ouvrier dans une étape appelée composition. On obtient des matrices de pages personnalisées et une polyvalence industrielle accrue, car une fois l'impression terminée, ces caractères, appelés types, peuvent être réemployés immédiatement pour préparer l'impression d'une autre page. À titre d'exemple, pour composer une page de la B42, la célèbre Bible de Gutenberg, sur laquelle on reviendra plus tard, il faut pas moins de 2000 de ces caractères. Une fois la page composée, elle est placée sur la partie basse de la presse, avant que ne soit installé sur la partie haute un support sur lequel est la matière qu'on veut imprimer. Alors généralement c'est du papier, aujourd'hui c'est principalement du papier, mais il est encore assez rare en Europe à l'époque. Donc on utilise aussi très régulièrement du parchemin, c'est-à-dire de la peau d'animal tanné. On place donc sur les types, sur la partie basse de la presse, une encre spécifiquement développée pour bien marquer le support une fois pressé. Puis il ne reste plus qu'à imprimer en pressant le support vierge sur les types ancrés. La presse, inspirée des presses à raisin, est spécifiquement repensée pour obtenir une pression égale et suffisante, permettant un rendu net et homogène. La page imprimée est ensuite séchée, puis retournée pour imprimer le deuxième côté. Les feuillets ainsi imprimés sont vendus par cahier et peuvent être reliés généralement par l'acheteur en fonction de ses goûts. Revenons quelques instants à Gutenberg. On connaît principalement son histoire à travers les minutes de deux procès. Un en 1439 à Strasbourg et un en 1455 à Mayence. Le procès de 1439 nous raconte l'association entre Gutenberg et un certain Andreas Dritzen. Cette association aurait commencé à partir de 1436 et avait initialement comme objet de polir des pierres précieuses ou semi-précieuses. Ils vont par la suite continuer de s'associer en ayant une deuxième entreprise commune, cette fois-ci pour polir des miroirs. Cette deuxième association sera à partir de 1438. Et enfin, on retrouve dans les minutes des procès une troisième entreprise commune, cette fois-ci à partir de 1438, qui a un thème plus mystérieux et qu'on suppose être le développement de l'imprimerie telle qu'on la connaîtra quelques années plus tard. Dans cette troisième entreprise, on ne retrouve plus 2, mais 4 associés cette fois-ci. Toujours Gutenberg, qui est l'inventeur, le concepteur de la chose de l'entreprise, et 3 financeurs cette fois-ci, Dritzen et 2 autres bourgeois riches,
Hans Riffe et Andreas Hellmann. La présence en plus grand nombre de financeurs montre un projet plus ambitieux, ayant un besoin de financement plus massif. On estime que l'entreprise nécessitait 5 à 600 gulden. Les gulden, c'est la monnaie de l'époque. Ça représente de quoi payer entre 20 et 30 ouvriers pour un an. Quand on voit la somme et le nombre et les types de personnes engagées dans le projet, les perspectives de rentabilité devaient être extrêmement élevées. Si le contexte de lancement de cette entreprise est clair, avec un projet initialement développé par Gutenberg en solitaire, mais découvert par les autres associés, l'objet, à proprement parler, reste moins clair. C'est néanmoins en 1455 que nous avons la preuve formelle que Gutenberg a mis en place une première presse d'imprimerie au sens moderne du terme. En effet, dans ce procès l'opposant à Johannes Fust, un nouvel associé, Fust y accuse Gutenberg de ne pas lui avoir payé les intérêts d'une dette. Source, cette fois-ci, ne laisse aucun doute sur la nature de cette entreprise, en la qualifiant d'œuvre des livres. Il est certain qu'il s'agissait d'une imprimerie. À partir de 1458, Gutenberg arrête de rembourser les différents prêts qu'il a contractés, ce qui est signe d'une mauvaise santé financière de son entreprise. Alors concrètement, cette imprimerie, à quoi elle sert? Je vous propose d'étudier cette question au regard des deux premiers grands usages connus des presses conçues par Gutenberg. La toute première publication imprimée de manière certaine qu'on connaît est une série d'indulgences imprimées au cours de l'année 1454. Une indulgence, pour faire simple, c'est une feuille de papier qui est achetable auprès de l'Église et qui matérialise la remise des péchés d'un individu. C'est un peu comme acheter la carte sortie de prison à un autre joueur lorsqu'on joue au Monopoly, mais version pardon des péchés et route vers la vie éternelle. On estime que ces premières indulgences imprimées ont été émises à partir de l'automne 1454. On a retrouvé deux modèles types avec des caractères différents. L'une fait 30 lignes, alors que l'autre fait 31 lignes. 44 exemplaires de l'indulgence de 31 lignes sont parvenus jusqu'à nous, ce qui laisse supposer un très large tirage, pouvant aller jusqu'à 10 000 exemplaires. À l'origine de ces indulgences, une papauté ayant besoin d'argent pour financer la défense de Chypre contre un empire ottoman qui vient de prendre Constantinople. La manière la plus simple d'en gagner, c'est d'émettre beaucoup d'indulgences. Or, faire écrire ces indulgences à la main prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça baisse la rentabilité économique de ce type d'opération parce qu'il faut payer les copistes. C'est là que le recours à une nouvelle technique, l'imprimerie, prend tout son sens. Le texte de l'indulgence étant strictement identique entre toutes les copies, on comprend la forte plus-value derrière l'usage de l'imprimerie. Elle permet de mettre en place une seule matrice, puis reproduire le texte de cette matrice pour moins cher, en plus grande quantité, sans erreur de copie et très rapidement. L'œuvre la plus connue de Gutenberg avec sa presse reste néanmoins l'impression des célèbres B42. Il s'agit de bibles dont chaque page compte 42 lignes. Véritable chef-d'œuvre réparti en 2 tomes de plus de 300 feuillets pour un total de pratiquement 1300 pages imprimées. Le texte de chaque page est réparti en 2 colonnes de 42 lignes parfaitement alignées et justifiées. La police est soignée et élégante, facilitant la lisibilité de l'ouvrage. Cette Bible est une véritable œuvre d'art et est encore aujourd'hui considérée comme telle. Pour vous donner une idée, un de ces exemplaires daté de 1462 a été vendu fin 2019 en Allemagne pour plus de 1 million d'euros, quand une seule page se vendait en 2015 50 000 euros. Évidemment, leur prix est également proportionnel à leur rareté, car on connaît qu'une cinquantaine d'exemplaires aujourd'hui sur les 300 exemplaires estimés du premier tirage. On voit d'emblée une dualité dans l'imprimerie. Elle est parfaite pour diffuser rapidement des textes simples, stéréotypés, à fort tirage. Elle semble donc naturellement plus destinée à un usage industriel, même si le terme est quelque peu anachronique. D'un autre côté, elle est capable également de servir au développement de véritables chefs-d'œuvre, haut de gamme. D'un point de vue plus rationnel, nos connaissances sur la vie de Gutenberg nous viennent des retranscriptions des procès qu'il a eus avec ses associés, précisément sur cette imprimerie. On y a vu que des sommes très importantes avaient été investies par ces derniers, contre une promesse de rentabilité. Or, l'atelier d'impression coûte déjà très cher, entre les salaires, l'entretien des ouvriers, le loyer, les consommables, les coûts de développement, d'entretien, les transports des marchandises finalisées, etc., etc. Tous ces coûts, il faut bien les rentabiliser à travers la vente de produits imprimés. En termes de rentabilité pure, encore une fois, les deux modèles s'opposent. Vendre des textes simples avec une faible marge, mais beaucoup, ou vendre des produits de luxe, chers, pas nécessairement beaucoup plus rentables, mais tirés à faible volume. Il semble que par rapport à la demande de l'époque, les tirages de faible qualité ont été les seuls moyens de tirer profit de la nouvelle invention. C'est une dualité qui va se poursuivre durant toute l'expansion de l'imprimerie en Europe.
même s'il faut reconnaître que les tirages de faible qualité vont progressivement représenter le cœur de l'activité. Ce changement reflète aussi une évolution de la demande. Un lectorat plus large, moins fortuné, mais avide de lecture, se développe peu à peu. Les imprimeurs comprennent alors qu'il est plus rentable de répondre à cette demande en produisant en masse des textes courts, pratiques et populaires, comme des almanachs, des récits de voyage, des extraits religieux, des brochures, etc. Cette orientation vers le tirage en série, plus accessible, favorise également la standardisation des formats et des contenus, et amorce ainsi la naissance d'un marché du livre à grande échelle. Le livre cesse alors d'être un objet unique et prestigieux réservé à une élite pour devenir progressivement un bien de consommation. L'imprimerie devient parallèlement un outil stratégique dans la diffusion des idées, à travers la réforme et les débats politiques de la Renaissance. Les célèbres 95 thèses de Luther, placardées en 1517, n'auraient jamais eu une telle diffusion, un tel retentissement et une telle influence sans la production massive et rapide rendue possible par l'imprimerie. Celle-ci permet de contourner les circuits traditionnels de contrôle du savoir, comme l'Église ou les universités, et favorise ainsi les diffusions de discours alternatifs. De nombreux pamphlets, traités, manifestes circulent en langue commune, rendant les idées nouvelles accessibles à des couches de la population qui étaient jusque-là exclues des débats intellectuels. Le pouvoir de l'imprimerie dans ce contexte est tel qu'elle devient un levier politique et religieux, capable d'accélérer les mouvements de réforme, de contestation ou d'émancipation. Enfin, au-delà des enjeux économiques et politiques, l'imprimerie transforme profondément l'accès à la culture. Elle joue un rôle fondamental dans l'alphabétisation croissante de la population, en particulier dans les villes, là où la multiplication des livres scolaires, des manuels techniques, mais aussi des recueils de contes, de fables ou de romans populaires, permet l'émergence d'une culture partagée et accessible. Le livre devient un objet du quotidien, que l'on peut posséder, lire, prêter, et non plus un bien d'imparat qu'on expose pour montrer ses moyens. L'imprimerie permet aussi aux auteurs, peu à peu, de s'adresser directement à un public élargi, indépendamment des mécènes ou des institutions. Ce basculement ouvre la voie à une démocratisation de la lecture et du savoir, qui se prolongera au fil des siècles avec l'essor de la presse, de l'édition moderne et plus récemment du numérique. Parmi les apports fondamentaux de l'imprimerie, on trouve aussi la fixation des textes. Là où les manuscrits présentaient de nombreuses variations, l'impression permet d'assurer une stabilité dans le contenu, favorisant ainsi la standardisation des langues. En France, par exemple, l'édition de la Bible par Lefebvre d'Étaples ou les œuvres de Rabelais ont contribué à fixer le français écrit. En Angleterre, William Caxton, premier imprimeur anglais, a eu une influence semblable sur la langue anglaise. L'usage répété d'une même version imprimée contribue à établir des normes d'orthographe et de grammaire, préparant le terrain pour les réformes linguistiques des siècles suivants. L'imprimerie permet également la constitution d'une mémoire collective. Les textes peuvent désormais être conservés, archivés, transmis à large échelle. C'est grâce à elle que les œuvres antiques, redécouvertes à la Renaissance, comme celles de Platon, Cicéron, Galien, ont été diffusées à travers l'Europe. Cette diffusion contribue à l'émergence des bibliothèques modernes, telles que la bibliothèque des Médicis à Florence ou plus tard la bibliothèque royale de François Ier. Elle soutient aussi la montée en puissance de l'humanisme et le développement de la pensée critique. Par ailleurs, l'imprimerie favorise une lecture individuelle, silencieuse et autonome, qui transforme la relation au savoir. On n'écoute plus seulement lire, on lit soi-même à son rythme. Montaigne, dans ses essais, incarne bien cette pratique nouvelle de la lecture, comme exercice personnel de réflexion. L'imprimerie devient aussi un vecteur de vulgarisation. Les ouvrages de Copernic, Vézal ou Agricola, imprimés avec des illustrations techniques, permettent à des lecteurs non spécialistes de se former à des disciplines jusqu'alors réservées à une élite. Enfin, l'imprimerie joue un rôle clé dans la création d'un espace public de débat. Dès le XVIIe siècle, les journaux comme la Gazette de Renaudot ou The London Gazette relaient des événements politiques, religieux ou scientifiques. Les pamphlets, les libelles, qu'ils soient favorables à la monarchie ou à la contestation, nourrissent une opinion publique en formation. Les textes imprimés deviennent alors un outil d'expression et d'engagement, comme le montrent les lettres philosophiques de Voltaire ou, plus tard, les écrits révolutionnaires de 1789. Loin d'être une simple innovation technique, l'imprimerie modifie donc en profondeur les structures culturelles et sociales. Elle a permis une diffusion inédite du savoir, une transformation durable des pratiques de lecture et un accès élargi à la culture, qui perdure aujourd'hui dans nos sociétés de l'information. C'est pourquoi
Les Échos du Temps nous invitent à nous souvenir de cette invention qui influe encore aujourd'hui sur chacun d'entre nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo et pourquoi pas me suggérer des prochains thèmes de vidéos. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans les Échos du Temps.